Donc je vais vous présenter maintenant ce qui avait été abordé dès le début de la présentation par Marco Barzman. Donc les enjeux des scénarios pour la recherche et l'enseignement supérieur. Alors pour cela, l'idée que je vous propose de faire, c'est de refaire un détour. Donc on a vu, Marco Barzman a présenté les scénarios. Mélanie Gerfagnon, en début de séance, avait présenté les évolutions rétrospectives. Et donc là, l'idée, c'est de revenir à partir des hypothèses d'évolution qu'on a construites sur les pratiques de recherche et d'enseignement, et de regarder en fait quels sont les enjeux qui se posent à partir de ces hypothèses-là. Donc on revient sur les hypothèses d'évolution. Donc là, je vous présente le tableau morphologique, et puis je vais réinsister sur deux composantes. Alors toutes les hypothèses ne sont pas affichées à l'écran. Donc je vais revenir sur les pratiques de recherche et les pratiques d'enseignement et de formation. Alors ces pratiques de recherche, les hypothèses qu'on a construites sur ces pratiques de recherche et pratiques d'enseignement ont été approfondies lors de 2 focus groups qui ont réuni en gros une quarantaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs en formation et d'ingénieurs pédagogiques. Et puis, bon, un élément important à rappeler là, avant que je me lance dans la présentation, c'est que certaines hypothèses que je vais décrire sont mobilisées dans plusieurs scénarios. Donc, pour certaines hypothèses, vous verrez que ça renvoie à plusieurs scénarios. Donc, l'idée, c'est de revenir sur ces hypothèses et de regarder la manière dont ces hypothèses permettent de préciser les enjeux en termes de compétences, en termes d'évolution des métiers, des chercheurs et des enseignants et des formateurs. Alors je vais commencer par les pratiques de recherche dans les scénarios et les hypothèses qu'on a pu construire sur les pratiques de recherche dans les scénarios. Alors elles sont de trois ordres. Enfin, il y a trois grandes hypothèses qu'on a construites. Alors la première hypothèse, elle concerne le capitalisme numérique de la connaissance. Donc on a repris dans la construction du scénario 1. Alors dans cette hypothèse, dans cette vision, disons, à 2040 d'une évolution possible des pratiques de recherche, les chercheurs sont auto-entrepreneurs, ils sont salariés d'entreprises privées. Ils sont fortement insérés dans une chaîne de production de la connaissance qui est basée sur des plateformes collaboratives et de services. Ces plateformes sont fortement automatisées. À travers ces plateformes, ils forment des collectifs de recherche. Et donc, ils ont besoin d'être visibles d'être visibles en ligne et d'avoir une certaine notoriété aussi pour que d'autres chercheurs fassent appel à eux. Et il y a certaines capacités qui sont importantes pour les chercheurs dans ce scénario. C'est leur capacité à mobiliser les intelligences artificielles, les réseaux de neurones, l'apprentissage automatique ou une intelligence artificielle symbolique qu'on pourrait imaginer être beaucoup plus développée à l'horizon 2040. Et puis toute la diffusion de connaissances et la validation des connaissances se fait en ligne. C'est désormais des plateformes de services qui utilisent des intelligences artificielles et qui ont en quelque sorte absorbé les grands éditeurs. Donc tout est centré autour de cette plateforme et finalement de ces relations aux plateformes. Dans une deuxième hypothèse d'évolution à 2040, on a imaginé que les pratiques de recherche évoluent vers une production de connaissances pour les biens communs. Donc là, ça correspond au scénario 2, donc plutôt lié à la préservation, en gros, la préservation de la planète. Donc là, les chercheurs, ils sont localisés dans des centres internationaux, européens. Ils sont en lien entre eux, ils sont partie prenante de grands réseaux internationaux. Il y a une implication des citoyens et des acteurs parties prenantes pour bien traiter et bien prendre en compte tous les enjeux de biens communs et donc les intégrer dans les problématiques de recherche. Les chercheurs, là, ils sont amenés à mobiliser et à utiliser des données massives, des données qui sont à la fois des données d'observation et de simulation. Ils sont amenés à croiser des jeux de données pour essayer de traiter des phénomènes complexes, à utiliser massivement de la modélisation in silico.
Et puis il y a tout un travail de collaboration entre des scientifiques de la donnée et des spécialistes disciplinaires à mettre en œuvre dans ces évolutions. Et donc à maintenir une certaine ouverture dans la recherche, ou pour les chercheurs, à l'interdisciplinarité qui va de pair avec un maniement des outils numériques. Alors, pour ce qui concerne la diffusion et la validation des connaissances, là ça se fait dans ce scénario-là sur des plateformes ouvertes et gratuites, publiques. Donc c'est la communauté scientifique en fait qui reprend entièrement la main finalement sur le dispositif de validation et de publication avec des communautés peer reviewing élargies. Donc voilà pour ce scénario et alors cette hypothèse. Et on a une troisième hypothèse d'évolution à 2040 qui serait la production de connaissances ancrées dans des territoires, donc qui correspond à la fois au scénario 3 et 4, où là on a des chercheurs qui sont engagés dans des centres territorialisés qui intègrent recherche et enseignement. Donc ils sont à la fois chercheurs mais ils sont également en partie enseignants. Ils sont intégrés dans des dispositifs de recherche-innovation, puisque la connexion aux acteurs du territoire, aux problèmes d'apprenants qui sont connectés, ancrés dans le territoire. Et dans ces évolutions, finalement, l'enseignant, il devient un coach, il devient un modérateur de communauté. Il permet il donne accès finalement à des médiations avec l'extérieur, à des relations, à adapter finalement la formation aux enjeux de la recherche, aux enjeux qui apparaissent dans les entreprises locales, aux enjeux qui apparaissent dans les associations, mais aussi à mettre ça en relation avec d'autres communautés, peut-être à l'international, qui traitent des mêmes sujets. Et puis il aide l'apprenant à construire son projet de formation en le connectant aux projets locaux ou aux besoins locaux. Alors ce qui est important dans ces évolutions, c'est pour le coach, enfin pour ce qui est devenu l'enseignant, c'est sa visibilité en ligne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse appel à lui. Et donc là, il va faire valoir les projets qu'il a réussi à accompagner, les partenariats qu'il a créés avec des partenaires extérieurs et la manière dont il a favorisé l'accès à l'emploi des apprenants. Alors pour conclure, et ça sera ma dernière slide, en fait, je vais essayer de récapituler finalement tous les enjeux que font apparaître les hypothèses d'évolution que j'ai pu décrire pour les chercheurs et les enseignants. Alors un premier enjeu, il concerne le déplacement des compétences et des rôles. Alors pour la recherche, elle est liée principalement à l'émergence, ça a été dit dès le début, des sciences de la donnée, de la question de l'automatisation, du maniement des données massives, mais aussi du maniement de l'intelligence artificielle. Donc comment articuler ça, comment l'intégrer éventuellement aux disciplines ou comment développer des data scientists. Ensuite, pour l'enseignement, on voit qu'il y a un déplacement des compétences là vers deux compétences initiales qui sont aujourd'hui celles de l'enseignant de transmission de savoir vers des compétences d'accompagnement, de conseil, d'ingénierie en e-formation. Et puis on voit aussi au travers de tous les exemples, enfin de toutes les hypothèses qui sont présentées, qu'il y a des enjeux importants aussi sur les statuts qui peuvent être assez différents suivant les évolutions qui seront prises. Ensuite, un deuxième élément qui est commun aux évolutions, c'est qu'on voit que les technologies de la communication numérique, elles permettent de faciliter les relations. Alors les relations entre chercheurs, les relations entre enseignants et chercheurs, mais aussi, et disons et surtout, avec une diversité d'acteurs extérieurs, qu'ils soient économiques ou faisant partie de la société civile. Et un troisième point, c'est qu'on assiste au fait qu'il y a une centralité des données dans les pratiques. Donc j'en ai déjà parlé. Donc pour la recherche, en fait, il y a des enjeux de mise en relation des jeux de données, de traitement des données, de comment construire à travers ces nouveaux jeux de données la question de l'interdisciplinarité. Pour l'enseignement, la question des données se pose à travers les données qui seront générées par les plateformes d'apprentissage, comment les mettre en œuvre, les utiliser à bon escient. Et puis, à travers cette centralité des données qui apparaît dans les différentes évolutions, se joue la question de la question de la propriété intellectuelle et des régulations éventuelles
qui seront mis en œuvre des usages des données. Et puis avant-dernier enjeu, qui apparaît à travers mon discours, notamment sur les données, c'est la question éthique. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux éthiques qui se jouent sur la collecte et l'usage des données, mais il y a aussi des enjeux éthiques dont on a un petit peu parlé, qui se jouent sur le rôle des IA en termes de conseil, d'orientation, d'aide à la décision. Donc comment arriver à construire un cadre éthique pour utiliser ces technologies. Et puis une dernière question, enfin un dernier point qui apparaît dans les enjeux, un dernier enjeu, qui est très général finalement dans ces pratiques de recherche et d'enseignement, c'est comment construire une articulation, une hybridation entre ce qui sera fait en virtuel et ce qui sera fait en réel. Par exemple, pour la recherche, ce qui sera fait à travers des simulations et ce qui sera fait à travers des expérimentations in situ, mais également comment construire des articulations entre le distanciel et le présentiel, en particulier dans l'enseignement, de manière à profiter, disons, des avantages et des dynamiques produites par les deux objets. Donc voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de réouvrir le débat à partir de ces éléments complémentaires et peut-être aussi à partir des scénarios sur les pratiques de recherche et d'enseignement. Merci. J'ouvre les questions. Y a-t-il une question dans la salle? Oui. Donc, Pierre-Henri Croze de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Il me semble que dans nos communautés, les appels à projets sont un moteur, un carburant, un de nos carburants, à la fois sur un plan financier, mais également sur l'influence. Ça va influencer quand même nos thématiques de recherche. Or, actuellement, si on regarde ce qui se passe au niveau de la communauté européenne, notamment avec la préparation du prochain programme cadre, Horizon Europe, c'est assez influencé par les 17 objectifs de l'ONU pour un monde durable et en paix. C'est-à-dire que ces thèmes à la fois pilotent nos appels à projets européens, nationaux, mais on le voit également aux États-Unis et ailleurs. Et je voulais savoir par rapport à vos travaux, et en particulier par rapport aux hypothèses qui ont influencé vos scénarios, quel était le poids de ces appels à projets, en particulier l'établissement des pratiques que vous venez de présenter. Alors oui, effectivement, on a pris en considération cette évolution du mode projet et des appels d'offres. On s'est intéressé plus particulièrement, on a regardé un peu les travaux qui ont été menés sur la relation en fait entre le chercheur et son institution, son indépendance, parce que de plus en plus, bon, certes en France on reste payé par les institutions, mais passé cela, il est indéniable que les chercheurs sont tributaires des financements qu'ils rapportent et deviennent de fait de plus en plus indépendants d'un point de vue financier de leurs institutions. Et la question de leur indépendance face à leur institution, mais également de leur dépendance face à ces appels à projets ont été vraiment pris en considération, notamment quand on a élaboré l'hypothèse de l'ubérisation en fait, de la recherche. On a émis l'hypothèse en fait que les chercheurs et enseignants-chercheurs devenaient de véritables gestionnaires de projets et pouvaient de fait s'affranchir de leurs institutions puisqu'ils allaient eux-mêmes à la pêche au financement et puis gérer leur recherche ou leur enseignement comme de véritables auto-entrepreneurs. Donc oui, on a pris ça en considération. On a étudié le phénomène et l'impact que ce mode projet avait eu sur la recherche. Encore une question dans la salle? Bernard David, conseiller scientifique au CEA.
Mon intervention porte sur deux points, un point d'information et une question à l'équipe projet. Sur le point d'information, je voulais signaler à ceux qui ne connaissent pas les travaux très complémentaires de ceux-ci qui ont été faits par le réseau des responsables de prospective de la recherche publique, le réseau Prosper, sur la thématique Big et Open Data en recherche à l'horizon 2040. Alors l'angle d'attaque n'est pas du tout celui des pratiques comme ici, mais celui des jeux d'acteurs, de multiples acteurs voient des possibilités ouvertes en matière de recherche par l'ouverture créée par l'open data et le big data. Donc c'est un travail qui était principalement centré sur les jeux d'acteurs et la manière dont cela bouscule les règles du jeu dans la communauté de recherche établie et interpelle les organismes de recherche. Bon, ceux qui sont intéressés, je peux leur en dire un petit peu plus à la pause. Mon second point portait alors là sur cet exercice présent, et je crois qu'il faut saluer l'importance et le volume du travail qui a été fait. Je crois qu'une présentation comme celle d'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu frustrant parce qu'on ne va pas au fond des choses, mais on perçoit bien qu'une grande quantité de matière a été produite qui sert de référentiel commun pour réfléchir. Donc on attend avec impatience la sortie du compte-rendu. Alors deux aspects complémentaires sur ce travail. Le premier, c'est donc ce que je viens de dire. Effectivement, tout le monde perçoit plus ou moins confusément les différents aspects de l'évolution qui ont été présentés ici. L'intérêt de ce travail, c'est de les expliciter, de les formaliser, de les confronter au regard des autres et d'avoir finalement une représentation partagée et donc robuste de ce que pourraient être les futurs possibles. Maintenant, quand on fait un exercice comme ça, il y a aussi, il peut apparaître des surprises, et c'est un peu la question que je voulais poser à l'équipe projet. Au-delà finalement de la clarification des perceptions qu'on peut avoir, etc., est-ce qu'il y a eu 2 ou 3 surprises majeures, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous avez découvert des choses non intuitives. Est-ce que, par quels aspects est-ce que finalement votre modèle de compréhension de ce que pourrait être le futur dans ce domaine a été perturbé? Et donc finalement, quels sont les points sur lesquels une attention nouvelle doit être portée au-delà de tout ce qui a déjà été dit? Alors moi, je vois au moins une surprise, c'est lorsqu'on a été confronté au focus group, par exemple, notamment les personnels liés à la formation, ont exprimé un besoin vraiment de nécessité de présentiel et d'accompagnement, alors qu'on était peut-être parti un peu plus sur du full numérique ou ce genre de choses. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous a interpellés et on a bien fait de faire ces focus group, ne serait-ce que pour ça. Une question qui complète sur les questions en ligne. Il y en a une qui complète bien cet aspect-là et qui est autour de pas seulement du rythme, mais est-ce que cette évolution des compétences recherche et enseignement supérieur, est-ce que c'est une rupture ou est-ce que ça va plutôt être digéré comme une évolution comme il y en a déjà eu avec l'émergence de l'informatique ou de la biologie moléculaire? C'était sur la surprise. Pardon. Je veux dire juste une de mes surprises au début du projet, c'est que je m'attendais donc à ce que le groupe de travail finalement soit beaucoup plus sur toutes les opportunités qu'offre le numérique. Et ça a été le contraire. Donc en fait, la perception des risques dans la population, en tout cas des chercheurs, est très forte. Et donc ça a été ma surprise et finalement on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur les côtés positifs du numérique. Moi je vais répondre plutôt à cette question-là. En tant que membre de la DRH de l'INRA, je pense que c'est une véritable rupture, cette transition numérique en ce qui concerne le travail
En fait, c'est Antonio Casilli va en parler beaucoup mieux que moi. Il parle beaucoup de le travail avec les mains est remplacé par le travail avec les doigts. Et c'est un travail qu'on ne voit pas. C'est un travail qui est complètement tâcheronisé. Alors, on disait avant que l'intelligence artificielle, le numérique, tout ça, ça allait remplacer les humains. Eh bien non, c'est remplacé par des doigts d'humains qui font des petites tâches à droite, à gauche. En ce qui concerne la formation, parce que moi je fais partie du service formation, on s'aperçoit que le numérique, et on le voit très bien à travers l'apparition de ces badges de compétences, il est en train de diviser un métier en tâches. On revient donc à cette idée d'Antonio Casilli, et que ces tâches et ces micro-compétences qui sont associées, en fait, elles peuvent être acquises au travail proprement dit, dans son bureau à l'INRA, dans son labo, dans son installation expérimentale. Mais ça peut être aussi acquis en dehors, dans toutes les situations de travail informel et d'apprentissage informel. Et en tout cas, la formation va être complètement révolutionnée par cette intégration de l'informel et donc les badges de compétences qui permettent de reconnaître que quelqu'un, il travaille dans une association, donc il a une fibre pour l'autre. Il y en a, simplement, ils ont fait 5 mots jusqu'au bout. Ça dit quand même que c'est des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Enfin, on va pouvoir construire des profils et pouvoir non pas seulement utiliser ces badges comme une reconnaissance de ce qui a été fait dans le passé de façon statique, mais les intégrer pour voir ce qu'on pourra faire dans le futur avec les compétences formelles et informelles que ces gens développent et qui seront visibles à travers ces badges, qui, à mon avis, vont prendre beaucoup d'importance. Et puis, pour les questions en ligne aussi, j'aurais voulu qu'on revienne à la question précédente, qui était une question sur la production des connaissances versus la transformation des connaissances. Tu peux la remettre en ligne, voilà. Comment est-ce que vous le voyez et quelles sont les conséquences pour la recherche agronomique? En gros, on a l'impression que la prise de contrôle, entre guillemets, par les GAFAM, c'est surtout sur les données une fois qu'elles sont produites, mais il reste quand même la compétence de production des données. Et pour produire des données, il faut aussi poser des questions intéressantes et des questions de recherche. Alors, comment vous voyez dans ce scénario 1 l'équilibre entre ces deux activités? Alors c'est une question très importante en fait et assez essentielle. C'est-à-dire que dans le système plateforme, il y a l'idée qu'on peut générer de la connaissance et surtout en fait peut-être plus que de la connaissance, des services quasiment directement à partir des données. Et donc la partie, disons, passage par la connaissance en termes de conseils pourrait être diminuée grâce à l'utilisation de réseaux de neurones, d'un ensemble de dispositifs d'intelligence artificielle. Alors ça, du coup, ça pose des questions par rapport au fonctionnement effectif de la recherche et à la production de connaissances réelles, parce que finalement, des réseaux de neurones peuvent permettre de produire des anticipations, des prédictions sur des transformations d'un système, mais ne vont pas réellement produire de la connaissance. Et donc il y a un moment quand même où il faudra réintroduire de la connaissance dans ces systèmes d'aide à la décision pour que, disons, les conseils ou les services qui seront générés par les GAFAM soient pertinents par rapport aux problèmes des acteurs. Après les questions in silico, une question in vivo. Oui, merci. Pascal Bergeret du SIAM. Depuis ce matin, que ce soit pour les scénarios ou pour l'exposé des enjeux sur la formation et la recherche, vous avez pris le parti de ne pas régionaliser le raisonnement, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des grandes différences au niveau mondial entre notamment la situation des pays du Nord et des pays du Sud. Est-ce que ce choix délibéré indique que vous considérez que le gap qui existe actuellement va se combler, qu'à l'horizon 2040, toutes ces évolutions s'appliqueront de manière un petit peu identique ou homogène, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve? Il y a une
une réponse un peu mécanique, c'est que on a ressenti la commande comme étant une question qui porterait plus particulièrement sur l'ESR en France. C'est un peu au centre. Alors, en élargissant, c'est l'Europe, et puis il y a les autres acteurs américains, voire chinois. On a été conscient de situations très différentes dans des pays en développement, et je dois dire qu'on n'a pas fait grand-chose avec ça. Non, on a traité les inégalités, les fractures de façon globale. On n'a pas vraiment tenu compte des pays du Sud ou des pays en voie de développement. Maintenant, on peut voir le numérique de deux façons dans cette situation. D'une part, ça permet à ces pays-là d'accéder, en tout cas en formation, en enseignement, à des ressources en ligne qu'ils n'auraient pas eu autrement. Là, pour vous donner un exemple très concret, il y a une école chercheur internationale là, qui est montée par l'INRA en ce moment, qui se tient lieu en Italie. Et on a fait 2 bourses spécifiques pour des étudiants des pays en voie de développement. On avait 2 bourses, on a eu 50 réponses. On ne sait pas comment ils ont eu accès, et puis de tous les pays du monde, quoi. Enfin, c'était vraiment... Donc on voit quand même, ils sont très connectés, même si là, s'ils ont tous répondu, c'est parce qu'on leur donnait l'accès au congrès, mais aussi on leur payait leur voyage, enfin c'était tout compris. Donc on voit quand même qu'ils sont très connectés. Alors de l'autre côté, ils sont très connectés, mais ils n'ont pas de moyens dans leur pays. Donc là, c'est une formation sur les expérimentations système. Je ne suis même pas sûre que les 2 qu'on ait sélectionnés sachent vraiment ce que c'était que les expérimentations système. On les a plutôt jugés sur leur motivation et est-ce qu'ils arriveront à mettre ça en place dans leur pays, parce qu'effectivement ça nécessite beaucoup de données, enfin des capacités à la fois expérimentales in situ, mais aussi de modélisation et de statistiques. Donc. En complément à cette question, il y en a une autre qui est arrivée en ligne, qui est celle-ci, sur les politiques d'éducation en Afrique qui mettent le digital learning au cœur de leur approche. Et du coup, est-ce qu'on va rentrer dans une problématique d'inégalité sociale croissante, ou au contraire, on va essayer de les gommer? Et comment ça se positionne dans le scénario 1? C'est un peu le complément à ce que vous venez de dire. Je rejoins un petit peu ce que j'étais en train de dire. C'est à la fois facilitant et puis à la fois, il faut quand même avoir accès aux ressources, mais l'innovation frugale, ça existe aussi, et ils sont très très innovants aussi dans les pays africains. Ils arrivent à développer des bornes des bornes Wi-Fi à partir de rien. Enfin, Donc moi je pense que je suis peut-être un petit peu optimiste et c'est mon avis personnel, mais je pense que ça va les aider plutôt que les marginaliser. Je crois savoir que Philippe Prévost a un élément de réponse dû à l'expérience d'Agrignum, notamment en Afrique. Oui, c'est une expérience d'ailleurs qu'on partage avec le SIAM. Je crois que ce que l'on voit dans les pays, en particulier les pays du Sud, c'est que les dynamiques qui se développent en termes de e-learning sont très fortes, et avec des partenariats puissants nord-sud. Bon, si on prend l'exemple de Lausanne, le PFL a tout un ensemble de partenariats. Nous, on a aussi beaucoup de partenariats avec FunMOOC, les universités virtuelles thématiques. Donc il y a, en termes d'accès à un certain nombre de ressources numériques, c'est pas véritablement le souci aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la production de ressources numériques dans leur système, correspondant à leurs besoins locaux, et puis la transition ou la transformation pédagogique des pratiques. Et ça, quelque part, on n'a pas forcément dans les pays du Nord énormément d'avance. Moi, je vois dans le cadre d'un projet de réseau international de campus numérique avec 9 pays, 12 universités,
eh bien, ce que l'on voit, c'est que, en termes de pratique, il y a des innovateurs qui sont déjà effectivement, qui utilisent des ressources, qui font des classes inversées dans leur université, et puis beaucoup qui ont envie de s'y mettre, mais il y a besoin de formation, il y a besoin d'accompagnement, et donc, en fait, moi, à mon avis, la fracture, elle sera pas tellement nord-sud, elle sera entre les pays qui investissent, les pays qui créent des partenariats et ceux qui s'isolent. À mon avis, c'est plus ça qui va avoir un effet important dans les années à venir. Oui. Oui. Ici. Oui, François Billy, je suis enseignant en informatique à l'ISAR à Lyon. Je voulais savoir si au cours de l'enquête, enfin du travail, quelle est la proportion d'enseignants-chercheurs qui utilisent ces fameuses plateformes GAFAM par rapport à d'utilisation plus classique de communautés scientifiques. Voilà, parce que le scénario 1 fait un peu peur, hein, pour être tout à fait franc. Ou est-ce que l'État est en train de développer des outils? Est-ce qu'on est au bribes, au début du développement des outils de partage de données pour éviter de donner la main justement aux GAFAM en l'occurrence? Bon, vous avez commencé en disant enquête, et c'est vrai qu'on n'a pas fait d'enquête, donc on n'a pas de réponse quantitative, mais enfin, un élément de réponse, c'est qu'on a tous recours à des outils qui sont de plus en plus, finalement, qui viennent de ces géants du numérique ou du monde commercial du numérique. On utilise tous Google, enfin, moi je me suis mis à utiliser Quant, mais c'est l'exception. Et alors, Yann, est-ce que... Un élément de réponse à ça, je pense qu'une des questions cruciales, une erreur qui a été faite, le fait des politiques publiques du point de vue de la propriété intellectuelle, ça a été de concéder la loi sur les banques de données, qui a abouti à une chose qui n'existait pas dans la propriété intellectuelle, c'est-à-dire de conférer un droit de propriété absolument, quasiment éternel, car vous êtes un banqueur de données. On a reconnu un droit spécifique du banqueur de données dans la mesure où il investissait pour des données, pour les rendre accessibles en face à face, pour les conserver. On lui a rendu un droit, on lui a donné 20 ans de droit. Mais dès qu'il réinvestit dans la mise en nouveau format, dans des nouveaux systèmes, par exemple pour les préserver de la chaleur, pour que les données ne soient pas perdues, il en reprend pour 20 ans. Donc, les Américains ont été très rapides. C'est-à-dire qu'ils se sont tournés vers tous les lieux publics qui avaient des données et qui ne savaient pas trop quoi en faire. C'est un peu comme Google avec la numérisation des livres. Et ils ont dit, nous, la numérisation, on la prend à notre charge, pourvu que vous nous cédiez le droit comme banqueur de données. Et la plupart des autorités publiques ont dit oui, il y a juste le département de la Saône-et-Loire, à l'époque il y avait un certain Montebourg, qui a refusé ces accords parce que ça aboutit à une dépendance extravagante, non seulement des organismes publics, mais aussi de plein d'entreprises, vis-à-vis de ces banqueurs de données. Et les banqueurs de données sont majoritairement des entreprises américaines. Vous comprenez? Et ça, s'il n'y a pas de la réglementation publique qui revient sur cette... Parce que dans la propriété intellectuelle, il y a au moins quelque chose de bien, c'est qu'au bout de 15 ans, pour les brevets, ça tombe. Ça tombe et ça tombe dans le domaine public. Donc je pense que ça a été une des racines des problèmes de politique publique et ça fait déjà un bout de temps que ça dure. Merci. Il y a encore une question. Oui, bonjour.
Alexandra Barnozoda du JP Cofor. J'interviens plus à titre personnel. Donc j'apprécie beaucoup votre travail. Je vois bien que la prospective est plus centrée sur tout ce qui est acquisition, diffusion des connaissances et l'évolution donc du métier de la recherche et de l'enseignement. Ce que je vois se dessiner, c'est que l'individu va être de plus en plus au centre de ce processus. Donc l'individu, j'entends par là l'étudiant, ce qui m'amène à ma question. Votre travail donc, est centré recherche-enseignement. Qu'en est-il du lien avec le monde du travail ? Puisque pour le vivre au quotidien, un étudiant, c'est une expérience personnelle, qui suit un MOOC, mettons qui n'a pas de baccalauréat ou qui a décroché des études, mais qui veut se former par lui-même dans ce processus qui se développe de plus en plus, donc enseignement informel, que ce soit en association, MOOC, comme vous l'avez évoqué. En fait, quand il se retrouve en entretien ou face à un système français qui est très compartimenté, il n'y a aucune reconnaissance de ces efforts, il n'y a aucune reconnaissance non plus de tous ces processus. Donc qu'en est-il ? Comment vous voyez l'évolution de cette reconnaissance par le milieu du travail ? Ça va être au service RH d'évoluer. La formation continue tout au long de la vie va prendre de plus en plus d'importance. On voit déjà là avec la loi qui est passée récemment sur la formation professionnelle. Les métiers évoluent très vite. Alors suivant les études, on entend quelques dizaines de pourcents jusqu'à 60% des métiers dans 30 ans, on ne sait pas ce que c'est. Donc il va falloir changer de façon de recruter et le développement de ces compétences, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir justifier peut-être par les badges ou peut-être par autre chose, d'avoir des compétences certifiées qui sont... ces badges sont infalsifiables et puis ils sont certifiés par quelqu'un, c'est-à-dire c'est pas déclaratif comme on peut faire dans un entretien, et donc avoir visionner un MOOC et d'avoir réussi l'examen final du MOOC et d'avoir un certificat, ça pourrait être tout à fait entendu, je pense, par un recruteur. Ça prouve un certain nombre de qualités et je pense que ça va être au service RH d'évoluer aussi avec le numérique.